Bon, avant de commencer, je n'aime pas du tout le titre de ce chapitre. Tout simplement parce que je n'ai jamais encore rencontré un enfant qui soit incompatible, littéralement parlant, avec sa mère. Pourtant, on dit bien incompatibilité fœto-maternelle, juste à cause de cette antigène D. Je préfère de loin conflit fœto-maternel dans le système Rhésus D. Ça sonne plutôt bien dans mes oreilles. Merci. Et une fois passé ce cap, de quoi s'agit-il vraiment? Ça, c'est la chambre intervilleuse. C'est l'espace entre les vaisseaux sanguins de la mère et les villosités choriales fœtales, et elle fait partie du placenta. C'est dans cette chambre que s'effectuent tous les échanges de gaz, d'éléments nutritifs et de déchets. Cette chambre a une règle simple. Il ne faut surtout pas y avoir de mélange, littéralement parlant, entre les deux sangs, maternel et fœtal. Retenez cette chambre, puisqu'elle sera au centre de ce chapitre. Bien. Un petit rappel d'immunologie. Dans le système ABO, un individu de groupe sanguin A possède des antigènes A sur ses globules rouges et des anticorps anti-B de façon constante et en dehors de toute stimulation antigénique. C'est pourquoi on appelle ces anticorps réguliers. Cet exemple est valable pour les groupes sanguins B et O. Bien. Le Rhésus D, quant à lui, est aussi un antigène érythrocytaire. Il en existe 52 antigènes RH ou facteurs RH, mais seuls les Rhésus C, D et E sont répandus. Quand l'antigène D est présent, la personne est dite Rhésus positif et Rhésus négatif si la personne n'en possède pas. Un individu Rhésus plus est soit homozygote 2 grand D ou hétérozygote grand D petit d. Le gène du Rhésus D est donc dit dominant. On l'appelle Rhésus à cause d'un singe d'Asie du Sud-Est, macaque Rhésus, qui servit d'animal d'expérience à la fin des années 1930 dans les recherches sur le sang. Contrairement aux anticorps du système ABO, les anticorps anti-D ont la particularité de ne pas être naturellement présents dans le sang, puisqu'il faut une stimulation antigénique pour les synthétiser. C'est pour cela qu'on dit d'eux des anticorps irréguliers. Il y a 3 termes que vous devez connaître. Les anticorps sont aussi appelés agglutinines. Les antigènes agglutinogènes et agglutination signifie agrégation, c'est-à-dire la réunion en amas des antigènes en présence de l'anticorps. Dans notre exemple, l'antigène du globule rouge est appelé agglutinogène. L'anticorps, ici NIGM, est appelé agglutinine. Et l'agrégation issue de leur liaison est appelée agglutination. Bien. Mécanisme d'immunisation. Au premier contact de la mère avec l'antigène D, les premiers anticorps générés sont des IgM. Mais comme les IgM sont de gros poids moléculaires, ils ne sont pas capables de traverser la barrière placentaire. C'est l'étape de l'iso-immunisation fœto-maternelle. Iso ou allo-immunisation signifie de la même espèce. Lorsqu'il y aura synthèse d'IgG plus tard, c'est là que les soucis commencent pour le fœtus, parce que ces derniers sont capables de traverser la barrière placentaire. Cette étape s'appelle incompatibilité fœto-maternelle. Et donc, l'iso-immunisation fœto-maternelle se fait chez la mère, tandis que l'incompatibilité materno-fœtale se fait chez le fœtus. Donc, si on devait faire une droite des événements datés, on aurait les 3 événements qui sont: premièrement, contact du système immunitaire maternel avec l'antigène D. 2. Iso-immunisation fœto-maternelle avec l'apparition des IgM et plus tard des IgG. Et enfin 3. Incompatibilité fœto-maternelle. Ces IgG vont par la suite entraîner une agglutination des globules rouges et en les détruisant, s'ensuit tout ce que vous savez déjà sur le syndrome hémolytique. Syndrome hémolytique. L'hémoglobine libre dans le sang est très dangereux, puisqu'il a la capacité de pénétrer dans les tubules rénaux, causant la mort cellulaire et l'oligoanurie, voire l'anurie totale, qui peut être mortelle. Le catabolisme de l'hème va augmenter la quantité de bilirubine non conjuguée. Cette bilirubine ayant la capacité de traverser la barrière hémato-encéphalique
va donner l'ictère nucléaire du nouveau-né. L'ictère nucléaire, je vous le rappelle, est une lésion cérébrale provoquée par le dépôt de bilirubine non conjuguée dans les noyaux gris centraux et les noyaux du tronc cérébral. L'hémolyse conduit aussi à une insuffisance cardiaque à débit cardiaque élevé. D'un autre côté, on aura l'hépatosplénomégalie par stimulation de l'érythropoïèse médullaire et extramédullaire. Puisque chez le fœtus, l'hématopoïèse se déroule dans le foie. La splénomégalie est due à deux causes. L'une métabolique, parce que c'est le cimetière des globules rouges, et l'autre anatomique, puisque la veine porte résulte de la confluence entre la splénomésarique et la veine mésentérique supérieure. L'albumine sert à maintenir la pression oncotique dans les vaisseaux pour retenir l'eau. Sa diminution entraîne une sortie d'eau dans les tissus, d'où l'anasarque fœtale. Bien. Dans l'incompatibilité fœto-maternelle, le risque de transmission augmente avec l'évolution de la grossesse, avec un maximum de plus de 60% à l'accouchement, puisque la probabilité de mélange de sang est très élevée. Bien. Les causes d'immunisation ou les facteurs favorisant l'immunisation. Je ne vais pas vous citer les facteurs favorisants, mais pour résumer, il faut retenir que tout ce qui peut mélanger les deux sangs est un facteur favorisant à ne pas négliger. En les observant, je les ai ordonnés en deux grandes classes. Ceux provenant de l'intérieur et ceux provenant de l'extérieur. Maintenant que vous n'avez pas tout compris, parce que la vidéo n'est pas encore finie, voyons voir ces deux cas. Cas d'une femme rhésus négatif avec agglutinine irrégulière négative. Première règle. Toute femme rhésus négatif doit connaître le rhésus de son compagnon avant de se mettre en couple. Deuxième règle. Toute femme rhésus négatif doit rechercher ses agglutinines irrégulières avant de penser à concevoir. Troisième règle. Toute femme rhésus négatif doit chercher ses agglutinines irrégulières à la déclaration de grossesse, au 6e, 8e, 9e mois de grossesse ainsi qu'à l'accouchement. Quatrième règle. Vous rappelez-vous les facteurs favorisants que je ne voulais pas citer? Très bien. En cours de grossesse, toute femme rhésus négatif et agglutinine irrégulière négatif doit se faire injecter l'anti-D 72 heures après la survenue de chaque facteur favorisant l'iso-immunisation. Même lorsque c'est iatrogène, comme la chordosynthèse ou l'amniosynthèse. L'anti-D est une préparation d'anticorps qui neutralise les antigènes D érythrocytaires du fœtus pour ne pas que la parturiente ne s'immunise. Une seule injection à dose suffisante est capable de couvrir plus de 3 mois. Il faut savoir que l'injection de l'anti-D est soumise à des protocoles. Chaque pays suit un certain protocole, mais le schéma reste à peu près le même, avec des variantes subtiles. Et ce que j'ai remarqué, c'est que l'injection d'anti-D est dépendante des facteurs favorisants. C'est-à-dire que chaque fois que votre patiente vous rapporte la survenue d'un des facteurs favorisants, il faut l'injecter, jusqu'à ce qu'elle devienne systématique lorsqu'on s'approche de l'accouchement. Après l'accouchement, on le donne si le bébé est rhésus positif. Par contre, on ne le donne pas si l'injection de l'anti-D est inférieure à 3 semaines et que le CLEA-hour est négatif. Très bien. Si vous avez compris, je vous invite à ne pas vous réjouir vite. Parce que malgré toute cette prise en charge, il y a des femmes qui s'immunisent dans des circonstances qui nous échappent encore. Je vous conseille donc de garder bien au chaud ce schéma et de le manipuler à votre guise et à votre confort. Essayez de créer votre propre schéma en fonction du protocole de votre pays concernant l'anti-D. 5e règle. Le test de CLEA-hour est un test qui recherche les hématies fœtales dans le sang maternel. Lorsqu'il est négatif, pas besoin d'injection d'anti-D. Cependant, c'est un test qui se fait dans des centres spécialisés et ce n'est pas donné à tout le monde. Un exemple simple. Imaginez que notre femme enceinte vient d'avoir un facteur favorisant ou un accouchement et qu'on lui demande la RAI. Ce ne serait pas très malin parce qu'elle n'a pas eu le temps de fabriquer ses anticorps. La recherche d'agglutinine irrégulière reviendrait négative, bien sûr, en envisageant qu'elle était déjà
négative auparavant. Par contre, si on avait en plus de la RAI vérifié dans le sang maternel, on aurait pu trouver des hématies fœtales par le test de Kleauer. Au final donc, on aurait un Kleauer positif avec RAI négative, ce qui est complètement différent du résultat précédent. Bien, il faut savoir que quand on a un Kleauer négatif, ça annule directement la recherche des agglutinines irrégulières ou l'injection de l'anti-D, puisque la présence des globules rouges fœtales précède la formation des anticorps. Le Kleauer positif précède la formation d'agglutinines irrégulières. Sur un schéma, ça donnerait ça. Facteur favorisant, mélange de sang fœto-maternel, donc Kleauer positif. Et si on ne fait rien, il y aura séroconversion par la présence des agglutinines irrégulières. Enfin, la meilleure place pour l'anti-D serait juste après la positivation du Kleauer, ou 72 heures après le facteur favorisant, tout en ayant bien sûr l'absence des agglutinines irrégulières. Le meilleur schéma que j'ai trouvé pour l'anti-D, ainsi que son rapport avec les examens et les événements, c'est ça. Si les AI sont positifs, l'anti-D n'a plus de raison d'être. S'il n'y a pas de facteur favorisant, pourquoi les donner? Si le Kleauer est négatif, on ne l'injecte pas aussi. Et en dernier, le protocole. Dans un monde idéal, de même que le test de Kleauer est antérieur à l'anti-D, autant les facteurs favorisants sont en aval de la recherche des agglutinines irrégulières. Et au commencement se trouvent les rhésus maternels et paternels et fœtales. Bien. Cas d'une femme rhésus négatif avec AI positive. Avant de commencer, je voudrais souligner l'importance indéniable dans le cadre de ce cours de la clinique, même si elle reste pauvre, de l'âge de la grossesse, des antécédents et le groupage du père, l'âge gestationnel pour déterminer le pourcentage de chances de mélange de sang. Les antécédents seront d'autant bruyants du fait que plus elle accumule les grossesses, plus précoces surviendront les complications, à savoir la sévérité d'une atteinte hémolytique ou d'une fausse couche. Le rhésus du père pour déterminer les chances de survie des conceptions ultérieures, homozygote ou hétérozygote. Cas donc d'une femme RH négative avec AI positive. Après l'observation médicale et la confirmation de la présence des AI chez la femme, on demande le groupage RH et le phénotypage du père. Puis, le phénotypage du fœtus par la recherche de l'ADN fœtal dans le sang maternel, à travers la biologie moléculaire. Si le fœtus est rhésus positif, deux chemins s'offrent à nous en dosant les anticorps anti-D. Soit, elle est inférieure à 1 microgramme et là on ne fait que surveiller le dosage pondéral des anti-D chaque 15 jours à partir de 20 semaines d'aménorrhée sans faire d'écho, soit la quantité est supérieure à 1 microgramme par millilitre. Et là, en plus de la surveillance du taux d'anticorps anti-D tous les 15 jours, 3 examens non invasifs s'offrent à nous. Vous rappelez-vous le schéma des conséquences de l'hémolyse? C'est exactement ce qu'on va chercher. On demande l'échographie obstétricale pour chercher les signes indirects de l'anémie fœtale ayant un lien avec l'anasarque. Stade 1 pour l'anasarque débutante, où l'infiltration des tissus est minime, et le stade 2 échographique pour l'anasarque générale, où l'infiltration des tissus est abondante, intéressant surtout l'épanchement péricardique, l'acide et l'épanchement pleural. Je vous invite à remarquer par vous-même à tête reposée le rapport entre les signes échographiques et la physiopathie de l'hémolyse à l'anasarque. Bien. En deuxième, nous avons l'écho-doppler de l'artère cérébrale moyenne. Cette technique a permis de faire la corrélation entre la vitesse de circulation du sang en tenant compte de sa viscosité et l'anémie fœtale. La technique est assez ingénieuse. Comme le sang circule à une certaine vitesse qui est dépendante de la viscosité, un sang lourd circule moins vite et un sang moins visqueux circule plus rapidement. En cas d'hémolyse, il y a diminution des érythrocytes et de l'hémoglobine, d'où la viscosité qui diminue, augmentant par cela la vitesse. Les courbes de Marie ont permis d'établir une médiane normale. Et quand la vitesse de circulation du sang de l'artère cérébrale moyenne du fœtus est supérieure de 1,5 fois la normale,
à un âge gestationnel donné, ce fœtus est considéré comme anémique. Le parallélisme entre le degré d'anémie et le pic systolique a une valeur prédictive très haute, de 97,8%. Ceci veut dire que lorsque ce test est négatif, il y a une forte probabilité que ce fœtus ne soit pas anémique. Cet examen a énormément permis de réduire le nombre de chordosynthèses et plus besoin d'amniosynthèse. De même que le test de Kleauer est plus prompt que la RAI, de même le Doppler l'emporte sur l'écho obstétrical, puisqu'elle détecte plus précocement les signes d'anémie. Enfin, l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, qui enregistre un rythme sinusoïdal pour un taux d'hémoglobine inférieur à 8 grammes par décilitre. Comme examen invasif, nous avons l'amniosynthèse. Elle consiste en la quantification de la bilirubine dans le liquide amniotique par spectrophotométrie. Elle est abandonnée depuis l'avènement du Doppler cérébral. La chordosynthèse. Elle consiste à prélever du sang fœtal sur le cordon ombilical pour son bilan. Ainsi, on peut faire le groupage, la NFS fœtale, gazométrie, bilan hépatique, etc. Cet examen ayant un intérêt diagnostique et thérapeutique, il permet aussi de faire la transfusion et l'exsanguinotransfusion in utero. Avant de mettre un terme à cette vidéo, j'ai fait un récap pour que vous ayez une vue générale du cours dans le cas du Rhésus positif. J'ai d'abord commencé par l'état d'immunisation qui conditionne tout le reste. Le dosage pondéral par la suite, inférieur à 1 microgramme ou supérieur. J'ai mis par la suite le taux d'hémoglobine fœtale puisque c'est la conséquence de l'état d'immunisation. Normal, inférieur à 8 ou moins encore. Vous savez aussi que l'anasarque résulte de l'état d'immunisation et aussi conséquent du taux d'hémoglobine. Comme les anti-D ne comptent pas ici, je ne vais pas les mettre. La transfusion in utero, à travers la chordosynthèse, est faisable quand il n'y a pas d'anasarque et quand le taux d'hémoglobine est inférieur à 8. Par contre, l'exsanguinotransfusion donne de meilleurs résultats même en cas d'anasarque. Et pour finir en beauté, je mets l'âge gestationnel et des événements importants à 15 semaines d'aménorrhée pour l'âge minimum où on peut réaliser l'amniosynthèse. 20 semaines d'aménorrhée pour l'âge minimum de la chordosynthèse. 32 et 34 semaines d'aménorrhée pour un éventuel accouchement thérapeutique. Les protocoles ont pu changer avec le temps. Donc je vous invite à faire vos propres schémas et résumés pour le cas du Rhésus négatif et positif. Et avec le temps, je suis sûr que vous n'aurez aucun souci à maîtriser ce chapitre. Je m'excuse aussi de la longueur de cette vidéo. Mais si elle n'a pas été vaine, faites-le moi savoir en commentaire s'il vous plaît. Je vous remercie.